En fait, une énergie n'est pas renouvelable. Une énergie, lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, on veut mentionner sa source. C'est la source de cette énergie qui est renouvelable. Du coup, il y a des sources, notamment le soleil, le vent, l'eau, la biomasse. C'est véritablement des sources qui sont quasi inépuisables à l'échelle humaine. Donc du coup, c'est vraiment, pour moi, c'est un retour aux sources où on va capter l'énergie de la nature. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Gouvernance locale en marche. Et nous recevons une personnalité pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Il s'appelle Triomphant Tchoulan. Il est expert en énergie renouvelable, président de l'Association des ingénieurs en énergie renouvelable du Cameroun. Triomphant Tchoulan, bienvenue. Merci Orlus Fosso. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir à l'Ouest. Ah ouais, le plaisir est partagé. C'est véritablement l'une des plus belles régions du pays, donc que j'affectionne particulièrement. Ouais, une région qui vous a vu grandir aussi. Qui m'a vu grandir à travers mon passage au lycée bilingue de Bafoussam et à travers les autres actions sportives et tout. C'est une ville assez dynamique que j'apprécie particulièrement, surtout que avoir un Orlus Fosso qui depuis une vingtaine d'années, je sais pas, a commencé ces sujets de communication. Moi, je suis tout admiratif aussi. Merci. C'est un plaisir. On va parler d'énergie renouvelable, c'est votre domaine, c'est votre domaine d'expertise. Alors, quelle place, premièrement, devrait occuper l'énergie renouvelable à l'heure actuelle? Quelle place est-ce qu'on devrait accorder à l'énergie renouvelable? Ok, donc la question de l'énergie renouvelable est centrale. Centrale pour l'ensemble des pays dans le monde parce qu'il y a des objectifs qui sont fixés à l'échelle planétaire, notamment le net zéro, c'est-à-dire que la décarbonation des systèmes, que ce soit des systèmes de production d'énergie ou de transport ou d'autres. Et chaque pays justement a pris l'engagement justement d'avoir une proportion, une feuille de route sur les énergies. Et le plus récent, c'est à travers le programme M300 de la Banque mondiale qui signifie M300, c'est électrifier 300 millions de personnes à l'horizon 2030. La Banque mondiale, à travers les États, comme l'État du Cameroun, ont rédigé un document qu'on appelle le Compact énergétique national, qui donne une vision stratégique sur ces projets d'énergie. Donc aujourd'hui, les énergies renouvelables occupent une place centrale dans le sens où à la fois on est contraint vis-à-vis des effets du changement climatique à changer de cap et à se dire qu'il faudrait qu'on continue de produire l'énergie, de desservir les populations, les industries et les consommateurs, tout en réduisant en fait l'empreinte carbone. Alors ça veut dire, quand vous parlez d'énergie renouvelable pour le citoyen lambda, ça veut dire quoi concrètement? On produit de l'électricité mais avec d'autres moyens autres que ceux qu'on a utilisés jusqu'à présent, autres que les barrages et tout, c'est ce que ça veut dire, ou bien il y a une autre manière de comprendre ça? Une autre manière de comprendre, c'est juste de pouvoir utiliser les ressources naturelles pour produire l'énergie, ce que la nature nous a le mieux donné. Donc, je vais reprendre même le terme énergie renouvelable qui est ambigu, parce qu'en fait une énergie n'est pas renouvelable. Une énergie, lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, on veut mentionner sa source. C'est la source de cette énergie qui est renouvelable. Du coup, il y a des sources, notamment le soleil, le vent, l'eau, la biomasse. C'est véritablement des sources qui sont quasi inépuisables à l'échelle humaine. Donc du coup,
c'est vraiment pour moi, c'est un retour aux sources où on va capter l'énergie de la nature, l'énergie solaire grâce au soleil, Oui. l'énergie éolienne grâce au vent, l'énergie marémotrice grâce au mouvement des vagues et des mers, l'énergie géothermique dans la terre, Wow. la chaleur de la terre, l'énergie interne de la terre, que ce soit l'énergie de la biomasse, dans nos déchets ménagers, dans nos actions de cuisson. Et en fait, on utilise en fait ce qui existe. Alors, est-ce que l'énergie renouvelable pourra coûter moins cher ou ça sera pareil? C'est-à-dire si avec l'évolution des choses, si on adopte l'énergie renouvelable, pour le citoyen lambda qui nous regarde, est-ce que ce sera bénéfique? Alors si on regarde l'évolution des coûts depuis une dizaine d'années, prenons juste entre 2010, 2020 et aujourd'hui, Oui. les coûts ont baissé d'à peu près 90%. Donc, un panneau solaire par exemple qui coûtait 1000 francs le watt-crête dans les années 2000-2010, aujourd'hui coûte à peine 350. Il y a une évolution de la technologie, on retrouve des matériaux beaucoup plus performants et en fait les coûts sont en train de décroître. Et justement cette décroissance d'énergie fait en sorte que voilà, la facture finale devient très acceptable de plus en plus. Avant, pour avoir un système, il fallait peut-être dépenser 10 millions. Aujourd'hui, avec 3 millions, 1 million, parfois moins, vous avez un système solaire par exemple, ou un biogaz à 500 000, à 800 000. Et puis, il y a des méthodes technologiques qui permettent d'étaler les prix, ce qu'on appelle du pay-as-you-go, pour payer la facture énergétique de façon continue, petit à petit, comme on dit. Alors, que devraient faire les gouvernements africains pour accélérer cette transition vers l'énergie renouvelable? Ouais. Donc, avant d'y arriver, j'ai envie de noter que la transition énergétique dont on parle, ce n'est pas l'abandon des énergies fossiles total vers les énergies renouvelables. C'est juste qu'on va améliorer notre production, parce qu'en regardant par exemple les pays du G20, qui sont un peu aujourd'hui les modèles de développement, en regardant leur mix énergétique de 1980 à aujourd'hui, il y a des pays qui ont très peu baissé leur consommation d'énergie fossile. En fait, vous avez les États-Unis, les Émirats arabes unis. C'est vrai qu'autour des années 2005-2010, vous voyez en fait une proportion d'énergie renouvelable qui est grandissante. Et aujourd'hui, on a besoin d'énergie fossile encore, pour notamment du gaz, nos voitures qui fonctionnent avec du fuel et tout. Donc on a toujours besoin d'énergie fossile. Mais en fait, la transition énergétique, c'est qu'il faut décarboner les systèmes de transport maritime, de transport pour pouvoir amener vers des énergies beaucoup plus propres. Et en fait, cette transition énergétique va faire en sorte que les gouvernements, comme le gouvernement du Cameroun, va dire que dans le mix énergétique, on a un potentiel, on va regarder le potentiel du pays, on va dire que non, en fait, on a 70% du potentiel qui est de l'hydroélectricité. Donc on va développer l'hydroélectricité, qui est une énergie renouvelable d'ailleurs, et d'autres ressources pour améliorer le mix énergétique et le rendre et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés à la conférence de Paris en 2015. Donc du coup, ce serait d'essayer de réduire la consommation d'énergie fossile en passant justement à un mix énergétique qui comprend à la fois les sources d'énergie qu'on a et des parts d'énergie renouvelable pour atteindre les 25 à 30% que le Cameroun souhaite atteindre. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi former davantage d'ingénieurs comme vous? Bien évidemment. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui passer ce cap sans la formation. On a besoin des ingénieurs formés. Aujourd'hui, on a besoin de ressources, de véritables ressources humaines qui comprennent les enjeux, qui sont bien formés à toute la chaîne de métiers, à la production, au transport, à la distribution, à des innovations technologiques. On a plein de sujets et forcément on a besoin de formation. Alors, parlons d'actualité,
parlons d'actualité, il y a une actualité brûlante qui se déroule à l'international et qui nous concerne tous, la guerre en Iran. Comment comprendre, vous qui êtes expert en énergie renouvelable, vous qui êtes un jeune qui voyage beaucoup, alors quel est l'impact de cette guerre? Est-ce que ça nous concerne? Lorsqu'on regarde la guerre en Iran, on se dit que voilà, en fait, ça ne nous concerne pas et c'est très très loin. Ouais. Mais en fait, pour résumer, c'est une guerre de l'énergie. C'est une guerre de l'énergie parce que en fait, et c'est une guerre de grande puissance où, je veux dire, la souveraineté de certains pays sont mises en jeu. Ouais. Et pour avoir la souveraineté dans un pays, il y a 4 piliers. Le premier pilier, c'est la souveraineté technologique, de savoir, bon, il y a des grands États comme les États-Unis ou la Chine qui développent des supercalculateurs qui peuvent maîtriser des missiles longue portée. En fait, c'est des supercalculateurs qui permettent. Lorsqu'il y a la maîtrise technologique, on passe à la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire dont un pays a justement besoin de nourrir son peuple et enfin de rendre la ressource humaine en santé pour pouvoir travailler. Un peuple a besoin de se nourrir. Le troisième pilier, c'est la sécurité, la souveraineté énergétique. Ouais. C'est de savoir, ok, est-ce qu'on a suffisamment de ressources énergétiques pour garantir notre production industrielle, pour garantir le fonctionnement de l'État. Et la souveraineté au niveau des finances. Et en fait, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle à la fois le pétrodollar, le yuan, le SWIFT qui est américain, qui gère en fait le monopole des transactions financières qui se passent dans le monde. Et de l'autre côté, la Chine qui a son système CIPS, qui est un système qui remplace un peu, en fait, qui a l'ambition de challenger le SWIFT. On parle de stabilité de monnaie. Donc, tous ces sujets font en sorte que ça suscite en fait, des questions de souveraineté des pays. Et justement, ça peut provoquer justement la guerre aux ressources, comme la guerre en Iran, qui est une guerre entre guillemets autour de l'énergie et du pétrole. Et en fait, nous, au Cameroun, on dépend énormément de la Chine, qui est le premier producteur d'énergie renouvelable, pour ne pas dire d'énergie solaire. Et en fait, quand vous regardez les routes maritimes dans le monde, vous comprenez qu'il y a il y a 20% de transactions qui passent par le détroit d'Ormuz et un autre détroit qui est le détroit de Malacca. Et en fait, lorsque ces détroits sont fermés à cause de la guerre, ça paralyse en fait le marché maritime et les importations, ce qui fait que dans l'assiette du consommateur au Cameroun, il peut avoir un problème dans la mesure où au Cameroun, on va avoir déjà des coûts du pétrole, du gaz et de tout ce qui est oil and gas qui sont beaucoup plus élevés. Ce coût-là va se répercuter sur le transport de marchandises et on peut avoir une inflation potentielle, une élévation de coûts de matières, de biens, de services sur l'État du Cameroun, dans notre environnement. Donc ce n'est pas une guerre qui est loin, c'est une guerre qui a de l'impact direct sur notre vie quotidienne, sur le transport qu'on va prendre pour aller d'un point à un autre, du carburant qu'on va mettre dans notre voiture, de la chaussure qu'on va porter qui va venir de Chine, ou de l'installation solaire qu'on va pouvoir. Donc c'est pas éloigné. Je me réserve de parler de d'autres conséquences politiques et diplomatiques autour de cette guerre, mais en réalité c'est une guerre qui concerne le monde aujourd'hui. Vous étiez d'ailleurs aujourd'hui à l'université de Tchang, où vous avez donné une conférence là-bas, on parlait de start-up, on parlait d'énergie renouvelable. Vous pensez quoi de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun? L'entrepreneuriat jeune, en fait, il y a un potentiel énorme de jeunes qui ont des innovations, qui ont des idées, qui peuvent créer des entreprises, qui créent des emplois. Ça, ce n'est plus à démontrer. Le Cameroun regorge de potentiel d'entreprises, mais ayant été entrepreneur et propriétaire d'entreprise,
il y a des défis importants à relever. C'est vrai qu'aujourd'hui, le chef de l'État met un certain nombre d'accompagnements pour les jeunes, mais en fait, on a besoin d'aller toucher véritablement leurs besoins, que ce soit un accompagnement technique et financier, que ce soit un encadrement juridique, pour pouvoir ressortir. Parce qu'en fait, il y a un taux de chômage qui reste élevé, il y a un taux d'immigration qui grimpe chaque jour, et l'entrepreneuriat fait créer des emplois qui font rester des personnes. Et du coup, s'ils n'ont pas d'accompagnement, j'estime, pour mon expérience personnelle, et en fait j'assume personnellement, ça n'engage que moi, qu'il n'y a pas suffisamment d'accompagnement, d'idées, de business de jeunes entrepreneurs au Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui on devrait miser aussi sur des jeunes pépites qui de 25 ans, de 30, de 35 ans, de 38 ans, de 40 ans, et de faire d'eux des champions nationaux. C'est-à-dire de les mettre dans un cadre à la fois de financement, à la fois de facilité, pour qu'en fait demain ils deviennent des photos Victor, des grands entrepreneurs qui vont créer des milliers d'emplois et permettre de bouger l'économie du pays. Et vous qui êtes expert en énergie renouvelable, parlons d'un jeune qui veut se lancer dans ce domaine en tant qu'entrepreneur. De quel type d'accompagnement il pourra avoir besoin? De quel genre d'accompagnement? Déjà, il a besoin, pour un jeune dans le secteur de l'énergie, il a besoin d'un accompagnement technique. Il a besoin, d'abord on parlait de la formation tout à l'heure, mais une fois que tout ça est mis en place, il a besoin d'être au contact des guichets de financement, parce que c'est pas le financement qui manque, il y a ces guichets qui doivent être accessibles. Et en fait, les exigences qu'on demande aux jeunes entrepreneurs de pouvoir bénéficier de ces facilités, parfois ne sont pas à sa portée parce qu'il n'a pas la bonne info, il n'a pas il n'a pas le contact avec le guichet. Donc il est important qu'il ait cet encadrement, ce guichet spécial, et ces facilités, ça se fait avec le numérique. Un jeune aujourd'hui qui se lance dans le numérique a des facilités spéciales dans le secteur, que ce soit fiscal ou douanier. Aujourd'hui, le seul accompagnement que les entreprises d'énergie, les nouvelles entreprises d'énergie ont, c'est uniquement sur les exonérations des équipements de production, mais pas en fait sur l'accompagnement fiscal de la start-up qui va développer une innovation technologique. Donc, et véritablement, ce que je dirais, c'est que il faut en fait que des personnes ressources se mettent ensemble pour pouvoir encadrer ces sujets, et que le gouvernement mette des programmes spéciaux, des centres de formation spéciaux, des canevas, des incubateurs dédiés pour ces sujets. Triomphant Tulan, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes expert en énergie renouvelable, président de l'Association des ingénieurs en énergie renouvelable du Cameroun. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Merci Orlus, c'est un plaisir pour moi. Voilà, bon séjour à l'Ouest. Mesdames et messieurs, à nous revoir très vite avec un autre invité pour ce qui est de ce programme qui vous permet d'en savoir plus sur les sujets d'actualité développés par des personnes ressources qui vous permettent de savoir comment le Cameroun avance. À plus.